Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Gilbert Doctorow, historien et analyste des affaires internationales, ainsi qu'auteur du livre War Diaries, The Russia-Ukraine War. Merci d'être avec nous. J'aimerais vraiment discuter avec vous de la frappe d'hier soir, lorsque la Russie a lancé ses missiles Oreshnik sur Lviv dans l'ouest de l'Ukraine. Cela semble, de toute évidence, être un avertissement adressé aux pays de l'OTAN en réponse aux récentes escalades. J'aimerais savoir comment vous évaluez la situation. Eh bien, pour être juste, nous sommes dans le brouillard de la guerre. Les Russes n'ont pas rapidement publié de description de ce qu'ils ont fait, ni de l'endroit où cela s'est produit. Les informations arrivent au compte-gouttes. Je comprends qu'ils ont tiré au moins un Oreshnik dans la région de Lviv, mais d'autres rapports indiquent qu'ils en ont tiré 6 ou 9. Il se peut que les rapports confondent les plus petits missiles qu'un seul Oreshnik transporte et libère séparément, ou bien qu'il y en ait réellement eu 6 et 1. Ce n'est pas clair. Les dégâts ne le sont pas non plus, leur ampleur, car les rapports que j'ai vus indiquent que l'une des cibles, puisque plusieurs mini-missiles sont libérés par un Oreshnik, était le plus grand dépôt de gaz unique d'Ukraine. Maintenant, vraisemblablement, si cela avait été touché, il aurait dû y avoir une explosion d'une ampleur énorme. Mais cela priverait aussi l'Ukraine du chauffage qui couvre le pays. Donc cela aurait pu être quelque chose de dévastateur. Et je soupçonne que c'est exactement ce qui s'est passé, car les Ukrainiens sont hors d'eux. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de cette attaque horrible, ce qui montre qu'elle était très grave. Mais personne ne dit encore exactement de quoi il s'agissait. Et personne ne démontre l'efficacité de l'Oreshnik, qui, comme vous vous en souvenez, lorsqu'il a été utilisé pour la première fois à Dnipro contre une installation de production militaire, avait suscité beaucoup de débats s'il s'agissait d'une énergie de type bombe nucléaire ou simplement de quelques tonnes de TNT. Il sera donc très important de voir la suite et quelle destruction a réellement eu lieu. Souvenez-vous simplement que ce n'était pas une attaque isolée avec un seul missile. Elle faisait partie d'un ensemble de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques. La destruction s'est étendue à plusieurs villes, dont Kiev. Et l'on peut imaginer que quelque chose de grave s'y est produit. On peut aussi imaginer que les Russes ont averti Zelensky à l'avance de l'attaque imminente, car il est passé à la télévision hier soir pour dire aux Ukrainiens de rester à l'intérieur, dans les sous-sols, parce qu'une attaque plus importante arrivait. Cela, en soi, démontre la confiance des Russes dans le fait que leurs armes sont invincibles, qu'elles ne peuvent pas être arrêtées par les Patriots, ni par aucun autre système antiaérien ou de défense aérienne connu. Cela semble logique et correspond au message qu'ils adressent à l'Occident. Oubliez votre dôme en Allemagne, oubliez votre dôme aux États-Unis. Ce sont des concepts totalement inutiles, compte tenu de l'état actuel de l'armement russe. Cela enverrait donc un message fort. Le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine a également contribué à diffuser et à propager ce message. Je ne sais pas s'il se rend compte à quel point ces déclarations ont été globalement néfastes, mais il essayait de dire à l'Europe qu'elle devait se réveiller, qu'elle devait agir, car cela se passe juste aux portes de l'Union européenne. Vous vous en rendez compte ? Et voilà que les Russes attaquent avec un missile hypersonique, ajouté 2 ou 3 minutes de plus, et ce même missile pourrait être à Berlin. Eh bien, il a rendu un fier service aux Russes, en effrayant les Européens à mort. Je pense donc que ces déclarations n'ont pas été très bien réfléchies du côté ukrainien. D'après les rares informations publiées, les Russes affirment qu'il s'agit d'une visite de retour.
C'est leur réponse à l'attaque de drones contre la résidence du président Poutine à Valdai, sa maison de campagne où vivent sa compagne et ses enfants. Petit détail. C'était une riposte à cela. Mais je pense que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a eu de nombreux actes de provocation, des provocations croissantes de la part de l'Occident, des États-Unis contre la Russie. Il y a eu cette attaque contre sa résidence il y a 10 jours ou quelque chose comme ça. Il y a eu la saisie du pétrolier battant pavillon russe en mer, au large de l'Islande. Il y a aussi l'accord supposé de Trump pour soutenir les soi-disant conditions de paix qui ont été finalisées et approuvées par la coalition des volontaires à Paris au début de la semaine, en présence de Witkoff. Et il y avait cette idée dans l'air selon laquelle la Russie serait intimidée par les droits de douane de 500% qui sont sur le point d'être imposés, en supposant que le projet de loi soit adopté au Sénat, ce qui sera le cas, que la Chambre l'approuve, et que Trump fasse ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il le signera parce qu'il n'a pas le choix. Le Sénat compte 82 voix favorables, donc son veto pourrait être immédiatement annulé. Ce droit de douane de 500% est un tarif secondaire visant les pays qui achètent du pétrole russe, ce qui inclut 3 des 4 membres fondateurs des BRICS, le Brésil, l'Inde et la Chine. Il serait utilisé comme un levier pour pousser les Russes, pour pousser Poutine, à s'asseoir à la table des négociations et à signer ce qui vient d'être convenu par les dirigeants de l'UE Ribera et Zelensky à Paris, ce qui revient à forcer une capitulation de la Russie. C'est ainsi que les choses évoluent. Il est donc compréhensible qu'avec tous ces développements contraires à ses intérêts, et qui supposent qu'elle n'a aucune capacité de riposte, la Russie ait réagi. Et elle l'a fait d'une manière qui, je pense, satisfera les véritables patriotes, ceux du cercle rapproché de Vladimir Poutine à Moscou, qui le pressaient certainement d'abandonner l'approche amicale et prudente pour montrer les points. Car tout le monde avait formulé une seule exigence, utiliser ses adhésions et cesser d'en parler seulement. Et enfin, il l'a fait. Combien d'adhésions ont été utilisées? Quels dégâts précis? Nous le découvrirons dans les jours à venir. C'est un bon point. Comment évalues-tu la frappe russe? Elle comporte plusieurs ogives, ou dans ce cas, des ogives factices, donc il n'est pas clair combien d'entre elles ont été lancées, ou s'il n'y en avait qu'une seule. Mais une grande partie de la colère de la Russie s'est évidemment exprimée après l'attaque contre la résidence de Poutine. Beaucoup ont remarqué que les Russes n'avaient pas montré autant de colère par le passé. Et selon moi, il faut comprendre cela dans le contexte d'une attaque contre la dissuasion stratégique de la Russie. Parce qu'il ne devrait pas être difficile de trouver un fil conducteur ici. Entre 2022 et 2025, nous avons vu plusieurs attaques contre la base aérienne d'Engels, où la Russie abrite ses bombardiers stratégiques armés de têtes nucléaires. Il est très douteux que les Ukrainiens aient pu faire cela sans le soutien des agences de renseignement occidentales. De plus, en mai 2024, il y a eu des attaques contre le radar d'alerte précoce nucléaire stratégique de la Russie, qui évidemment n'a aucun rôle à jouer dans cette guerre, la guerre par procuration en Ukraine, en l'occurrence. Et en juin de l'année dernière, nous avons vu une attaque contre les bombardiers nucléaires russes en détruisant effectivement un grand nombre qui sont essentiels à leur dissuasion nucléaire. Et bien sûr, le mois dernier, il y a eu cette attaque contre la résidence de Poutine. Selon des personnes comme Arastovitch, elle abriterait également un centre de commandement nucléaire, ce qui explique pourquoi cette attaque a été considérée comme si dangereuse. Parce que vous savez, un tel incident aurait été impensable pendant la guerre froide. Cela aurait été perçu comme quelque chose pouvant déclencher un échange nucléaire possible.
Et pourtant, on voit maintenant que ces actions deviennent de plus en plus audacieuses. Et il semble que non seulement les Britanniques, mais aussi les agences de renseignement américaines y soient profondément impliquées. Pensez-vous que c'est pour cette raison que les Russes réagissent avec une telle vigueur aujourd'hui? Parce qu'ils considèrent essentiellement cela comme une attaque occidentale contre leur dissuasion nucléaire. Je pense que c'est un facteur. Ils doivent aussi examiner les dynamiques du pouvoir en Russie et la position du commandant suprême. J'ai le plus grand respect pour ce que Vladimir Poutine a accompli pour restaurer la Russie par rapport à ce que j'ai vu lorsque j'y vivais dans les années 1990. Une économie en ruine, une société détruite, un pays appauvri et démoralisé, peut-être au-delà de toute rédemption. Il n'a pas initié cette rédemption. Elle avait déjà commencé en 1998, mais il l'a reprise et menée d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et le succès a été vraiment spectaculaire. Il a accompli ce que Pierre le Grand avait fait, sans avoir à envoyer des centaines de milliers ou des millions de paysans à la mort. C'est une amélioration stupéfiante. En même temps, je me réserve le droit d'être critique à l'égard de son rôle dans la défense et dans ses relations avec l'Occident. Je ne pense pas seulement aux événements récents. J'ai écrit il y a plusieurs années que j'exhortais Vladimir Poutine à tirer une leçon de Nikita Khrouchtchev. Personne n'a jamais osé traiter Nikita Khrouchtchev de meurtrier ou de voyou ou quoi que ce soit de ce genre, même s'il l'était. Ils n'ont pas osé. Imaginez s'ils avaient pu dire cela en public. Ils l'ont fait à Poutine depuis une dizaine d'années, et c'est parce qu'il n'a jamais répondu correctement, avec fermeté. Il n'a jamais enlevé sa chaussure pour la frapper sur la table, comme l'a fait Khrouchtchev. Il n'a jamais dit à l'Occident « Nous vous enterrerons ». Bien sûr, cela a ensuite été expliqué. Il ne le pensait pas littéralement. Au sens figuré, néanmoins, il était bien compris que la Russie avait les moyens de détruire toute vie sur Terre, car le nombre d'armes nucléaires à l'époque suffisait 10 ou 20 fois à anéantir toute vie sur cette planète. Ainsi, Khrouchtchev n'hésitait pas à menacer. Il était très courageux. Il a peut-être été un homme grossier, mais il n'était certainement pas stupide. Et il était très courageux, prenant des risques pour la survie nationale de la Russie. Monsieur Poutine est un homme beaucoup plus sophistiqué. Il est très intelligent, un homme formé au droit, avec un esprit juridique, mais il n'a pas eu la force de Khrouchtchev pour inspirer la crainte à ses concurrents. Adversaires, voire ennemis déclarés, de la Russie en Occident. Ainsi, le problème auquel la Russie est confrontée et qui s'exprime aujourd'hui par ses développements spectaculaires est très menaçant. Et par exemple, le tir du S-300 à moins de 100 km de la frontière polonaise et l'attaque contre le réservoir qui constitue le soutien vital de l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine. C'est quelque chose qui se préparait depuis longtemps. Et maintenant que c'est arrivé, il faut s'attendre à ce que cela continue. Cela place en particulier M. Trump et le cercle de commandement plein d'hubris qui l'entoure, se sentant désormais si fort et puissant après avoir humilié le Venezuela et même saisi un pétrolier battant pavillon russe en mer, dans une position où ils se croient les maîtres de l'univers. Pete Hegseth est le plus notoire, avec Marco Rubio à ses côtés. Ils ont vraiment besoin d'être ramenés à la réalité. La remarque que Dmitri Medvedev a faite en réponse aux plaintes ukrainiennes concernant cette attaque des Rechnik était qu'il venait simplement d'administrer un vaccin antipsychotique aux Ukrainiens.
Eh bien, disons-le en termes plus modérés, une sorte d'électrochoc infligé aux Ukrainiens. Et je pense que cela sera compris dans les capitales occidentales comme un électrochoc pour elles aussi. Je crois que nous avons dépassé le stade où Vladimir Poutine tolérerait les visites de Viktor Orban pour lui tenir la main pendant 3 ou 5 heures et discuter d'un accord de paix que les États-Unis sont totalement incapables de contribuer à réaliser. Je pense que les Russes vont désormais avancer sur une seule voie, résoudre la guerre selon leurs propres conditions et par leurs moyens militaires. Beaucoup de choses ont changé ces derniers jours, mais il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Eh bien, nous avons vu tous ces développements étranges venant des États-Unis, qui semblent avoir encouragé les dirigeants européens à envisager d'envoyer des troupes en Ukraine après la fin de la guerre. Ils semblent même être allés jusqu'à faire croire aux Européens qu'ils bénéficieraient d'une sorte de garantie de la part des Américains. Il ne semble donc pas qu'ils ne veuillent pas nécessairement mettre fin à la guerre, mais plutôt que, comme il manque de soldats ukrainiens, ils placent désormais les Européens en première ligne. Alors je suppose que ma question est la suivante. Les négociations sont-elles devenues complètement absurdes à ce stade? On dirait qu'il n'y a rien. Nous voyons aussi ces rapports, bien sûr, dans le New York Times, selon lesquels Trump aurait donné le feu vert à des attaques contre des pétroliers et des raffineries russes. Certains se demandent s'ils essayent simplement de saboter Trump ou si Trump est réellement derrière tout cela. Mais, dans une certaine mesure, ce point ne semble pas vraiment pertinent. Je veux dire, Trump trompe-t-il le gouvernement ukrainien, les Russes, ou est-il simplement faible? Autrement dit, est-ce qu'il ne parvient pas à contrôler sa propre maison, au point que ses agences de renseignement et son propre personnel mènent en réalité une politique indépendante de lui? Je me demande simplement, est-ce que cela a vraiment de l'importance, au fond? Surtout maintenant, on voit que Trump est, enfin, les Américains saisissent aussi des navires russes. Il doit être extraordinairement faible s'il n'arrive pas à résister à tout cela. On dirait qu'il a simplement endossé ce rôle de médiateur pour obtenir un peu de bonne volonté de la part des Russes et en profiter autant qu'il le peut. Mais encore une fois, faible ou trompeur, est-ce que cela change vraiment quelque chose? Il ne semble pas y avoir la moindre possibilité de paix. Si l'on en croit certains, ce sont les Européens les fauteurs de troubles, mais ils semblent aussi les encourager. Alors, comment vois-tu cela? Les négociations ne servent-elles plus qu'à sauver les apparences, ou y a-t-il encore une véritable possibilité? Le brouillard de la guerre s'étend aussi à l'analyse de M. Trump. Rien n'est plus nébuleux que ce qui se passe autour de lui. Il y a un jour, j'ai publié un essai demandant s'il y avait une méthode dans sa folie. Que ce soit de la folie, c'est évident. Mais y a-t-il une méthode derrière cela? Sommes-nous trompés? Tout ce qui entoure Donald Trump est tromperie. Il a utilisé la tromperie comme principal moyen d'atteindre ses objectifs. Il a trompé les Iraniens avant l'attaque, les attirant dans des négociations tout en se préparant à les frapper de la manière la plus brutale. Rien n'est jamais ce que cela paraît être, et je ne prends jamais ses paroles au pied de la lettre. Ce qu'il fait maintenant, il semble que, je vais simplement accorder mon attention à quelque chose de très, très brûlant. Ce qu'il veut faire avec le Groenland. J'ai été très impressionné de lire dans l'éditorial du Financial Times, je crois qu'il est paru ce matin ou tard hier soir, qu'ils abordaient la question de ce que l'Europe devrait faire face aux menaces de Donald Trump, à ses projets concernant la Grande-Bretagne. Ils ont compris que l'Europe compte très peu de dirigeants et qu'elle est très faible. Ils proposaient donc une combinaison d'incitations et de réactions réalistes pour faire face
à la dernière aventure planifiée de Trump. D'un côté, il y aurait la promesse d'accroître les investissements européens, non seulement danois, mais de toute l'Europe, dans la défense du Groenland, afin que la question soulevée par Trump, à savoir qu'il s'agit d'un risque pour la sécurité des États-Unis, soit traitée de manière appropriée. Les Russes et les Chinois veulent que leurs navires se trouvent juste au large du Groenland. Cela ouvre une brèche dans l'Arctique, et ainsi de suite. Ce point serait abordé. Et d'un autre côté, ils rappelleraient à Trump qu'ils sont prêts à quitter l'OTAN. S'ils quittaient l'OTAN à cause de cette violation des principes fondamentaux de la charte de l'OTAN par les États-Unis, en saisissant les avoirs de l'un des membres de l'Alliance, cela affaiblirait la défense américaine. J'ai trouvé étonnant que le groupe éditorial ait écrit cela sans réfléchir un instant au fait que la désintégration de l'OTAN et la dissolution de l'UMR sont précisément ce que Trump souhaite. Donc d'un côté, il y a ces ambitions, que tout le monde dénonce comme de l'impérialisme, blablabla. Et c'est possible, c'est tout. Mais il est aussi possible, avec Trump, que cet homme utilise cette attaque contre le Groenland pour atteindre ce qu'il ne peut pas obtenir autrement et qu'il désire profondément. Il ne peut pas retirer les États-Unis de l'OTAN, mais il peut pousser l'OTAN à se dissoudre d'elle-même parce qu'il le considère comme un ennemi. C'est pourquoi, Glenn, je suis très prudent avant de donner une interprétation définitive de ce qui se passe. Monsieur, Trump est une personne incroyablement sournoise. Le fait que le Washington Post ait tenu un graphique de Pinocchio sur lui pendant son premier mandat, comptant chaque jour les mensonges qu'il diffusait, c'était justifié, bien sûr. Et je pense que cela a été porté ici à un niveau encore plus raffiné dans son second mandat. Oui, et j'ai trouvé que c'était un excellent argument. Tous les Européens ont imaginé des moyens de contrer Trump. C'est-à-dire, évidemment qu'ils ne pouvaient pas faire la guerre aux États-Unis, mais ils pouvaient menacer d'expulser les troupes américaines de leur base. Et je me suis dit, mais les Européens veulent qu'elles restent là. C'était justement le but. En août, quand Trump disait, plus ou moins, aux États baltes et à d'autres que nous prévoyons de réduire nos forces en Europe, dans les États baltes, les Européens ont paniqué. Soudain, nous avons eu toutes ces histoires absurdes de drones russes près des aéroports, sans absolument aucune preuve. Les Russes violant l'espace aérien estonien. La guerre hybride approche. Amérique, tu ne peux pas partir. Tu sais, ce sont les Européens qui veulent que les Américains restent, et ce sont les Américains qui veulent réduire leur présence. Cela semblait donc être une punition très étrange. Mais je souligne aussi que ce que les Européens devraient faire, c'était bien essentiellement menacer de répondre militairement, car ce serait une catastrophe. On dirait que la source du succès de Trump, c'est de tout rendre court, des guerres courtes. Comme au Panama, il fait une petite menace et on lui cède quelque chose. Il semble que Gaza ait simplement laissé les Israéliens tout brûler, puis ait mis quelque chose en place pour arrêter cela. Bombarder l'Iran pendant quelques jours, frapper, puis venir conclure un accord de paix, en finir rapidement. Et maintenant, le Venezuela aussi. Beaucoup de faucons sont un peu critiques, car ils disent que ce n'est pas de la construction nationale. Nous n'avons pas pris le contrôle du gouvernement. Mais à la place, il affirme que la présidente par intérim devra obéir. Sinon, nous frapperons encore. Encore une fois, il cherche des solutions rapides. Je pense qu'il n'est pas opposé aux guerres. Il est simplement opposé aux guerres sans fin. Donc dès qu'il peut terminer une guerre rapidement et passer à la suivante, c'est pour lui une réussite. Alors tu sais, si les Danois ne veulent pas perdre le Groenland, ils devraient simplement mettre en place quelque chose qui pourrait attirer les États-Unis sur le long terme.
ou créer un scandale plus important. Et tu vois, lui, ça ne l'intéresse pas. Il a tellement d'autres projets sur lesquels il veut passer, des choses qui peuvent se faire rapidement, aller-retour. Et je pense que les gens veulent soit le voir comme un va-t-en-guerre, soit comme un homme de paix. Moi, je pense simplement qu'il est prêt à utiliser la force militaire de toutes les manières possibles pour atteindre ses objectifs, mais qu'il ne veut pas se laisser entraîner. C'est à ce moment-là que toutes tes ressources, toute ton attention, tout est aspiré, et tu ne peux plus rien faire d'autre. Et je crois que c'est sa principale préoccupation. Je ne sais pas si tu le vois de la même façon, que c'est là son approche. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ses véritables objectifs. Il ne montre pas ses intentions. C'est la principale tactique qu'il utilise en tant que négociateur. Rester une énigme. Je pense qu'en tant que commentateurs, nous avons l'obligation de faire la distinction entre ce que nous aimerions voir se produire et ce que nous reconnaissons comme pouvant se produire. Et je viens de décrire ce que j'aimerais voir arriver. Il se peut qu'il adopte une attitude belliqueuse et que les Européens se tirent une balle dans le pied, comme on dit en anglais américain, en se faisant du tort, tout en pensant, lui, en faire en dissolvant l'OTAN. Mais la réalité, c'est que la probabilité la plus forte, c'est qu'ils parviennent à une sorte d'accord avec le Danemark. 25 des 27 chefs d'État ou de gouvernement européens exerceront très probablement, discrètement à huis clos, une pression maximale sur le Danemark pour qu'il se taise et en finisse, et qu'il accepte l'offre que Trump leur fera pour les racheter. Je pense que racheter la population du Groenland, les Inuits qui y vivent, coûterait probablement environ $1 million par personne. Cela fait 55 millions. C'est une somme dérisoire, je ne la compte même pas. Mais il faudrait quelques milliards pour le Danemark, afin de le convaincre d'accepter la vente. Je pense que ce scénario est probablement plus probable que celui que je préfère, la fin de l'OTAN. Le Danemark dispose d'une économie sociale de marché très solide, avec un système de services sociaux encore intact. Ils vont être durement touchés lorsque le budget de la défense atteindra 5% du PIB. Un coup de pouce de M. Trump pourrait faire du Danemark l'un des plus grands gagnants des 10 prochaines années, en leur donnant le capital nécessaire pour faire les deux, les armes et le beurre, tandis que leurs voisins de l'UE Member souffriront sans le coussin que M. Trump est sur le point de leur offrir. Eh bien, j'ai récemment parlé avec le professeur Mearsheimer. Il faisait remarquer que nous avons franchi la ligne entre une guerre par procuration et une guerre directe depuis longtemps. Autrement dit, ces attaques ne passent plus par l'Ukraine. Nous sommes désormais engagés directement. Et je suppose que la seule question maintenant est quand la Russie ripostera-t-elle directement? Car, comme nous l'avons vu avec l'Oreshnik, ils ont frappé des installations énergétiques dans l'ouest de l'Ukraine. Mais l'avertissement s'adressait néanmoins aux pays de l'OTAN. L'Occident ne prend pas vraiment ces avertissements au sérieux. Et encore une fois, il faut souligner que la raison même de cet avertissement, le fait qu'il n'ait pas encore frappé, c'est que, lorsque cela arrivera, il ne sera plus possible d'arrêter l'escalade. Ensuite, tout s'emballera. Alors, à quel point sommes-nous proches d'une guerre directe et massive? Parce qu'une fois que la Russie ripostera contre l'OTAN, nous serons en guerre, sans plus aucune prétention d'aider simplement l'Ukraine. Donc encore une fois, je sais que les Russes se sont montrés retenus jusqu'à présent, mais la pression sur le président Poutine ne cesse d'augmenter. En Occident, surtout en Europe, on est très condescendant. On considère simplement que nous ne pouvons pas récompenser leur intimidation ou leurs menaces.
C'est perçu comme un devoir moral d'ignorer toute mesure de dissuasion que les Russes pourraient mettre en place. Alors, selon vous, à quel point sommes-nous proches? Non pas d'une guerre mondiale, mais d'une guerre directe entre les pays de l'OTAN et la Russie, avec une véritable riposte de leur part. Dans d'autres domaines, on constate également que la Russie monte les échelons de l'escalade, menant des attaques plus destructrices, non seulement contre les infrastructures énergétiques, mais aussi contre d'autres systèmes qui soutiennent le potentiel économique et militaire de l'Ukraine. À titre d'exemple, si je ne me trompe pas, Klitschko, le maire de Kiev, a désormais demandé aux habitants de la capitale de partir s'ils le peuvent, car de nombreux quartiers sont privés d'électricité. L'idée est que la ville ne peut pas soutenir une population aussi nombreuse. Les gens devraient partir. J'ai entendu de plusieurs sources russes que c'est précisément ce que la Russie souhaiterait, car une fois que les habitants commencent à quitter les grandes villes, cela présente de nombreux avantages. L'économie ne fonctionnerait plus normalement, le potentiel militaire diminuerait, et si la Russie voulait s'emparer de Kiev, ce serait bien plus facile sans des millions de personnes sur place qui pourraient servir de bouclier humain ou être tuées. Personne ne veut voir de pertes massives. Alors, comment évaluez-vous ces efforts de la Russie pour intensifier son action? On craignait, ou on prédisait depuis un certain temps, qu'une fois l'Ukraine commençant à s'effondrer sur les lignes de front, les Russes augmenteraient simultanément la pression dans d'autres domaines, en essayant de frapper l'économie, peut-être de s'en prendre à la direction politique. Ce n'est encore qu'une théorie, bien sûr. Mais voyez-vous cela comme le but final des Russes, plutôt que de tenter d'éliminer la direction politique alors que l'armée ukrainienne tient encore bon, puisque ses dirigeants pourraient simplement être remplacés? Sont-ils en train de tout démolir et d'attaquer sur tous les fronts à la fois? Il y a là beaucoup de questions. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Juste avant que tu mentionnes Klitschko, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était dramatique. Et ce qui le rendait dramatique, c'est précisément la raison pour laquelle il devrait l'être. Car dans une ville comme Kiev, avec beaucoup d'immeubles de grande hauteur, ils n'ont ni eau, ni électricité. Les gens veulent se montrer larmoyants à ce sujet. Ils disent « Oh, c'est en plein hiver, ils coupent le courant. » Eh bien, un instant, en plein été, c'est pas mieux non plus si tu vis au 20e étage d'un immeuble et qu'il n'y a pas d'électricité. Tu ne peux pas y accéder. Donc le fait est qu'ils rendent la ville inhabitable, ce qui est leur intention. Veulent-ils sauver des vies ainsi pour évacuer les habitants avant une attaque de nivellement? Je ne le pense pas. Ce que les Russes disent depuis un certain temps, cela remonte à plus d'1 an, lorsqu'ils parlaient de se venger des attaques contre les oblasts voisins à l'est de Kharkiv, qui étaient approvisionnés depuis Kharkiv, c'est que la Russie devrait raser Kharkiv. Et pour cela, on donne un préavis de 3 jours. Tout le monde doit partir, car nous allons la détruire. Ainsi, en revenant à leurs rêves les plus destructeurs, les patriotes russes n'avaient pas l'intention de tuer des millions de personnes. Leur intention était de donner un avertissement. Et comme on le voit, je pense qu'il est assez probable que Poutine ait averti Zelensky avant de tirer les Iskander, et je dis au pluriel, car on ne sait pas s'il s'agissait d'un ou de plusieurs, ainsi que les autres attaques massives qui ont eu lieu hier. Ils peuvent donner cet avertissement parce qu'ils sont convaincus qu'il n'existe rien capable d'arrêter leurs missiles, qu'ils soient de croisière ou balistiques, en particulier les hypersoniques. Je pense donc qu'ils seraient très heureux d'envoyer encore 10 millions d'Ukrainiens en fuite vers l'Allemagne, afin de rendre le système d'aide si intenable en Europe centrale
qu'il faudrait bien négocier avec la Russie. Je crois que cela fait clairement partie de leur plan. Raser des villes pour le simple plaisir de les raser, je ne pense pas que ce soit leur intention. Mais effrayer la population et la pousser à quitter le pays, oui, je le crois. Cela détruit l'économie et cela détruit l'Europe. L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir 10 millions d'Ukrainiens supplémentaires. Et cela ferait tout simplement s'effondrer les services sociaux et médicaux si tous ces innombrables Ukrainiens se présentaient à nos portes. Oui, les Russes deviennent très destructeurs. Ils sont entrés dans la boutique de porcelaine et ont tout renversé. Cela se préparait depuis longtemps, et c'est tout de même surprenant. Je pense que ce dont toi et moi avons parlé, la dissuasion, nous assistons maintenant à la résurgence de la dissuasion par les options. Car la volonté de guerre, pour ainsi dire, était incertaine, et elle méritait vraiment de l'être. Y avait-il une volonté d'utiliser cette volonté de guerre? Et ce que nous voyons maintenant, à travers plusieurs actions, à la fois l'affaire Urechnik, dont la survenue a été confirmée, et la saisie des navires, dont nous attendons de voir si elle est conforme à la description, montre clairement que les Russes ont la volonté d'affronter les États-Unis et l'Occident. Eh bien, je le dis depuis des mois. Nous assistons maintenant à la fin de la guerre. Et comme dans d'autres guerres, les pires dévastations se produisent dans la phase finale. On l'a vu aussi avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que la grande majorité des pertes militaires surviennent, lorsque l'armée s'effondre. C'est aussi le moment où les civils deviennent plus vulnérables et où les gens commencent à fuir leur foyer. Je veux dire, c'est tellement prévisible qu'une tragédie massive est sur le point de se produire si nous ne commençons pas à négocier de bonne foi avec les Russes. Et cela signifie ne pas faire ce qu'ils ont fait à Paris, dire qu'on va envoyer des troupes après la guerre et installer des infrastructures militaires. Je veux dire, c'est pour cela que les Russes ont envahi, pour empêcher l'OTAN de s'enraciner en Ukraine et, d'une certaine manière, de vaincre l'Ukraine. Notre exigence est que l'OTAN ne s'enracine pas en Ukraine. Cela n'a tout simplement aucun sens. Et vous savez, je le dis depuis longtemps, cette horreur allait bientôt se produire. On m'a toujours répondu, c'est de la propagande russe, l'Ukraine est en train de gagner. Mais nos dirigeants politiques, malgré leur incompétence et leur immoralité, doivent tout de même voir ce qui est sur le point d'arriver. Car malgré tout ce discours sur le soutien à l'Ukraine, il doit bien y avoir, sous tous ces efforts pour instrumentaliser une fausse empathie, une certaine reconnaissance que ne serait-ce que par pur intérêt personnel, des millions d'Ukrainiens fuyant vers l'Europe, au moment même où nous voudrions commencer à les renvoyer, ne servent pas leurs intérêts. Ce n'est pas non plus dans notre intérêt, c'est dans celui de l'Europe. Je veux dire, rien de tout cela n'a de sens pour moi. Pour revenir à ma dernière question, cependant, s'il y a un effort pour mettre fin à cette guerre, on ne dirait pas que nous y parvenons. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas comme si les pays européens allaient faire la paix avec la Russie et dire « D'accord, nous n'allons pas étendre l'OTAN. Nous allons trouver un accord sur une architecture commune de sécurité européenne. » Au contraire, on dirait que nous entrons dans une autre phase. Je ne suis pas sûr que nous allions soutenir une forme de guérilla ou quoi qu'ils puissent faire exactement. Mais voyez-vous une fin à cette guerre? Ou sommes-nous simplement en train de créer une nouvelle phase? Et à quoi cela ressemblerait-il réellement? Encore une fois, il faut distinguer entre ce qui peut arriver ou est susceptible d'arriver et ce que j'aimerais voir arriver. Ce sont deux choses différentes, très différentes. Je pense que le scénario le plus probable sera un conflit gelé, mais pas le genre de conflit gelé que l'Occident décrivait il y a 1 an et demi ou 2 ans, comme en Corée,
avec des installations militaires occidentales pour défendre l'Ukraine. Non, ce sera un autre type de conflit gelé. Un conflit très spécifique dans lequel la Russie prendrait tout le territoire ukrainien à l'est du Dniepr, s'emparerait d'Odessa, priverait l'Ukraine d'accès à la mer et ferait clairement savoir à tout le monde qu'elle détruirait toute infrastructure ou tout personnel militaire occidental tentant d'entrer pour soutenir l'Ukraine. L'Ukraine devrait être exempte de toute présence militaire étrangère, sinon une zone de restriction serait imposée. Je pense donc que dans ces circonstances, une Ukraine résiduelle, économiquement très défavorisée, ayant essentiellement perdu son industrie manufacturière et une bonne partie de sa terre noire, car la terre noire ne se trouve pas seulement en Ukraine occidentale, mais aussi largement dans les oblasts de Kherson et d'autres régions de la Novorossia. Cette Ukraine, plutôt pauvre et dégradée, sera laissée à elle-même. Elle ne sera admise ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Il est évident qu'elle n'entrera pas dans l'OTAN, mais pas non plus dans l'Union européenne, malgré toutes les promesses d'Ursula von der Leyen, car elle sera tout simplement trop pauvre et nécessiterait des centaines de milliards d'euros d'investissement pour que les 27 nations y consentent. Personne n'a cet argent ni ne souhaite le dépenser, car tous sont trop occupés à se remilitariser. Par conséquent, ce sera un pays très triste, ce qu'il restera de l'Ukraine une fois tout ça terminé. Oui, eh bien, cela ajoute tout de même à l'absence de logique. Si tu sais qu'ils vont perdre beaucoup de territoire, c'est à ce moment-là qu'il faut y mettre fin. Je veux dire, en 2019, comme tu le sais, la Rand Corporation a publié un rapport sur la manière d'étendre l'influence de la Russie, ou plutôt son implication. Le rapport identifiait à peu près tous les pays le long de la frontière russe susceptibles d'être déstabilisés. Et c'est le groupe de réflexion des agences de renseignement. Mais la logique principale était la suivante. Nous devrions envoyer des armes à l'Ukraine et menacer d'une expansion de l'OTAN, car cela augmenterait l'engagement de la Russie dans le Donbass. Et de cette façon, nous pourrions lentement saigner les Russes, du moins en termes de ressources. Mais malgré tout, ce rapport présentait essentiellement le contre-argument, en disant que si cela se transformait en guerre totale et que les Russes commençaient à prendre des territoires stratégiques, alors la guerre ne nous serait plus bénéfique. Ainsi, traduit dans le contexte des 4 dernières années de guerre par procuration, pour l'OTAN, il semblerait qu'il soit idéal de laisser simplement les Russes et les Ukrainiens se battre entre eux. Si les lignes de front restent stables et qu'ils s'entretuent en grand nombre pendant que les Russes s'épuisent en ressources, ce serait une bonne guerre. Mais dès que les Russes commencent à gagner, les pertes deviennent massivement ukrainiennes et ils commencent à perdre du territoire. Alors, pour l'OTAN, c'est une mauvaise guerre. Pourtant, pour ma part, je ne comprends toujours pas pourquoi nous continuons à faire cela. C'est le moment où l'on devrait faire le bilan de ces pertes et y mettre fin. Mais il ne semble y avoir aucun appétit pour cela. Y mettre fin signifierait que ceux qui ont investi tout leur capital politique dans sa poursuite seraient contraints de quitter leurs fonctions. Et je pense qu'il existe une grande contradiction entre l'intérêt national et l'intérêt personnel des dirigeants dans au moins 25 des 27 États membres de l'Union européenne. Ils y participent pour la même raison que Netanyahou poursuit la guerre, parce qu'au moment où il l'arrêterait, il irait en prison. Pour la même raison, Zelensky continue la guerre, malgré les pertes humaines massives parmi ses soldats. Dès qu'il mettra fin à la guerre, il y aura des élections, il sera évincé du pouvoir ou simplement assassiné. C'est donc regrettable. Cette profonde corruption dans ces sociétés, où il existe une contradiction entre les intérêts personnels des dirigeants et les intérêts nationaux du peuple qui les a portés au pouvoir.
Ce n'est jamais une bonne chose. Enfin, pas quand on obtient des politiques rationnelles, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ce sont vraiment des temps fous. Si tout cela s'était produit pendant la guerre froide, cela aurait dominé les pages des livres d'histoire. Mais aujourd'hui, cela semble être devenu presque une occurrence quotidienne, ce genre d'escalade imprudente. Alors merci et passez un excellent week-end. Non, c'est le Royaume-Uni.